Mes parents ont manqué mon mariage, pour assister au match de football de mon frère. Puis, mon père a vu la discussion de groupe de ma mère, où elle affirmait ne pas connaître la date. Quand j'avais 10 ans, j'ai obtenu la note parfaite à un concours de mathématiques à l'école. J'étais tellement excité que j'ai couru jusqu'à la maison, à bout de souffle, tenant le diplôme dans mes petites mains, comme si c'était un prix Nobel. Je me souviens de l'avoir mis sous le nez de ma mère, pendant qu'elle préparait le dîner, attendant ce genre de louange dont les enfants raffolent. Elle y a jeté un coup d'œil, a hoché la tête, puis m'a demandé si j'avais vu les nouveaux crampons de foot de mon frère. Ce moment m'a marqué, bien plus longtemps que je ne le pensais. Je m'appelle Joël. J'ai 29 ans aujourd'hui, et voici l'histoire de la façon dont ma famille a oublié le jour le plus important de ma vie. Ils ne l'ont pas seulement oublié, ils l'ont balayé du revers de la main, comme si ce n'était rien. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'auraient jamais pu prédire, c'est que tout ce qu'ils avaient ignoré allait leur exploser au visage, d'une manière qui changerait les choses à jamais. En grandissant, j'étais l'enfant facile. Calme, responsable, celui qu'on pouvait laisser seul avec une boîte de Lego pendant des heures, sans qu'il ne fasse le moindre désordre. Mon petit frère, Adam, était l'enfant chéri. Bruyant, charmant, athlétique. Il pouvait rater un examen, et on disait, il n'est tout simplement pas fait pour les tests. Je pouvais avoir des A partout, et on me disait, eh bien, c'est ce qu'on attend de toi, Joël. À un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de les impressionner. On ne peut pas crier dans le vide indéfiniment, avant de finir par abandonner, et de se taire. Pourtant, je les aimais. Ou peut-être, voulais-je simplement être aimé. Même à l'âge adulte, j'ai continué à leur donner des chances. J'appelais régulièrement à la maison, je leur rendais visite tous les quelques mois, même si je vivais dans un autre état. Je me souvenais des anniversaires, j'envoyais des cartes, je posais des questions sur les matchs d'Adam. Même en sachant qu'il ne me poserait jamais une seule question sur ma carrière. Je suis monteur de documentaires, au fait. Rien de très tape à accent Graveleuil, mais j'ai travaillé sur quelques projets pour Netflix et Hulu. Non pas qu'ils en aient jamais regardé un seul. Je leur ai dit, une fois, que j'avais été nominé pour un prix de montage. Maman a cligné des yeux, et a dit, c'est bien, mon chéri. L'équipe d'Adam s'était qualifiée pour les régionales. Adam a toujours été le centre de gravité de notre famille. Ces matchs de football étaient sacrés. Et je n'exagère pas. Une fois, nous avons eu les funérailles d'un membre de la famille. Mon père a quitté la veillée funèbre plus tôt, pour arriver à temps pour le coup d'envoi d'Adam, à 13h. Lors de ma remise de diplôme universitaire, ils sont venus, mais sont partis pendant le déjeuner de réception, parce qu'Adam avait un entraînement. Ils ont raté mon discours. J'étais pourtant le major de ma promotion. Alors, j'ai commencé à fixer des limites, discrètement, presque sournoisement. J'ai arrêté de partager mes grandes réussites avec eux. Quand j'ai eu mon premier appartement, je ne leur ai dit qu'une semaine plus tard. Quand l'un de mes projets a fait le buzz sur YouTube, je n'en ai jamais parlé. Je gardais mes attentes au plus bas. Mais ensuite, j'ai rencontré Élise. Élise est tout ce que je ne suis pas. Chaleureuse, pétillante, assumant pleinement ses émotions. C'est le genre de personne qui pleure devant les vidéos de mariage d'inconnus, et qui se fait des amis dans les files d'attente des supermarchés. Nous nous sommes rencontrés, alors que je montais un documentaire sur la conservation de l'environnement. Elle était consultante sur le projet. Elle avait une présence apaisante, et la fâcheuse habitude de me recadrer, lorsque j'essayais de me dévaloriser. En moins d'1 an, je savais que je voulais l'épouser. La demande en mariage a été simple. Juste nous deux, lors d'une randonnée au bord d'un lac. Un appareil photo caché dans mon sac à dos, et une bague que je trimballais depuis 3 semaines, parce que je ne trouvais pas le moment parfait. Quand j'ai enfin fait ma demande, elle a ri à travers ses larmes, et m'a dit qu'elle attendait que je me rattrape. Elle avait déjà prévenu sa mère que cela allait arriver. Sa famille m'a accueilli à bras ouverts. Son père m'a même pris dans ses bras. Une chose que mon propre père n'avait pas faite depuis mon adolescence. L'organisation du mariage n'a pas été une promenade de santé. Élise voulait quelque chose de petit, et d'intime. C'était aussi mon souhait. Aucun de nous ne se souciait des salles immenses, ou des traiteurs de luxe, mais nous voulions que ce moment ait du sens. Nous avons fixé la date à 8 mois plus tard. Juste assez de temps pour tout mettre en ordre, sans faire traîner les choses. J'ai annoncé la nouvelle à mes parents par téléphone.
Je me souviens du silence, après avoir dit « Nous allons nous marier ». Un silence un peu trop long. Puis, ma mère a dit « Oh, c'est merveilleux, mon chéri. » C'est à quelle date? Je la lui ai donnée, tout excité. Il y a eu une autre pause. Oh, c'est le même week-end que le match de championnat d'Adam. J'ai cligné des yeux. D'accord, mais je veux dire, c'est dans 8 mois. Ça vous laisse largement le temps de vous organiser, non? Mon père est intervenu, Joël, tu sais à quel point cette saison est importante pour Adam. Son entraîneur a dit que des recruteurs universitaires seraient présents. J'ai répondu, je ne vous demande pas de choisir un simple match de foot plutôt que mon mariage. C'est l'événement de toute une vie. Nous trouverons une solution, a coupé ma mère rapidement. Mais cela ressemblait à une fin de non-recevoir. Comme si elle préparait déjà son excuse dans sa tête. Élise était assise à côté de moi, pendant l'appel. Quand j'ai raccroché, elle n'a rien dit dans un premier temps. Puis, elle a demandé, tu penses qu'ils viendront? Je lui ai donné la seule réponse possible, je l'espère. Au cours des mois suivants, les choses sont devenues encore plus étranges. J'envoyais des textos à ma mère, pour la tenir au courant. Salle réservée. Fleuriste trouvé. La robe d'Élise est magnifique. Et je ne recevais que des réponses d'un seul mot. Mon père ne répondait pas du tout. Pendant ce temps, j'apprenais par mon cousin, que mes parents voyageaient un week-end sur 2, pour assister au match à l'extérieur d'Adam. Mon cousin a même plaisanté, ton frère est le prochain Ronaldo, ou quoi? Lors de notre fête de fiançailles, organisée par les parents d'Élise, ma famille ne s'est pas présentée. Pas d'appel, pas de message. Juste un texto de ma mère, le lendemain, disant « Désolé, on a été très occupés ce week-end. J'espère que ça s'est bien passé. » J'ai commencé à perdre un peu pied. Est-ce que je réagissais de manière excessive? Est-ce que j'en faisais un drame? Élise m'a conseillé de leur parler directement. Alors je l'ai fait. J'ai appelé ma mère un après-midi, et j'ai tout mis sur la table. J'ai l'impression que ça ne vous réjouit pas du tout. Comme si vous n'aviez même pas l'intention d'être là. Elle a poussé un long soupir. Joël, les mariages ne font pas tout. Nous sommes allés à ta remise de diplôme de maternelle, comme à celle d'Adam. Nous vous avons tous les deux soutenus, de manière égale. C'était tellement absurde, que j'ai dû en rire. De manière égale? Maman, vous avez quitté ma remise de diplôme universitaire en plein milieu, pour l'un des matchs amicaux d'Adam. Ce n'était pas un match amical, c'était un dîner d'équipe. C'est encore pire. Je trouve que tu es injuste, et égoïste. Égoïste. Ce mot m'a profondément blessé. J'avais passé ma vie entière, à me plier en 4, pour prendre la forme dont ils avaient besoin. Calme, compréhensif, sans faire de vagues. J'ai ravalé le reste de la conversation. Ça n'en valait pas la peine. Pas à ce moment-là. Une semaine avant le mariage, j'ai essayé une dernière fois. Je les ai appelés tous les deux en conférence. Je leur ai redit à quel point cela comptait pour moi. Je leur ai expliqué comment j'avais grandi en les voyant toujours faire passer Adam en premier, et comment, pour une fois, j'avais besoin qu'il soit là pour moi. Je l'ai dit très clairement, c'est le plus beau jour de ma vie. Si vous le manquez pour un match de football, je prendrai cela comme la réponse à toutes les questions que je me suis toujours posées. Ils ont ri. Ma mère a littéralement ri. Joël, ne sois pas si dramatique. Ce n'est pas comme si c'était ton enterrement. Et puis mon père a ajouté, nous verrons ce que nous pouvons faire, mais Adam a travaillé très dur. Après ça, j'ai fixé le mur pendant un long moment. Élise est entrée, a vu mon visage, et n'a même pas posé de questions. Elle m'a juste pris dans ses bras. Et puis, le jour du mariage est arrivé. Nous nous tenions sous un vieux chêne. Entourés par la famille souriante d'Élise, et quelques-uns de nos amis les plus proches. J'ai scruté la foule avant la cérémonie. Une fois, 2 fois. Mes parents n'étaient pas là. Adam n'était pas là. Aucun message, aucun texto. Rien. Mais la mère d'Élise a pleuré. Son père m'a souri avec fierté, comme si j'étais déjà son fils. Et le photographe a tout immortalisé. La joie à l'état pur, la lumière du soleil dans le voile d'Élise, la façon dont ses yeux se sont illuminés quand nous nous sommes embrassés. J'ai publié quelques photos en ligne, plus tard dans la soirée. Rien d'extravagant,
juste une légende, aujourd'hui, j'ai épousé l'amour de ma vie. Au matin, la publication était devenue virale. Pas avec des millions de vues, mais suffisamment. Suffisamment pour que des amis d'amis la partagent. Suffisamment pour que la famille élargie d'Élise commente, identifie d'autres personnes, et envoie ses félicitations. Et puis, il y a eu ce commentaire, d'une personne que je ne connaissais pas, « Attendez, où est la famille du marié ?» Ce fut l'étincelle, qui a déclenché l'incendie. Eh bien, disons simplement que le feu a brûlé plus fort que je ne l'aurais imaginé, et il n'avait même pas encore atteint mon père. Je n'ai répondu à aucun commentaire le premier jour. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Que les personnes présentes étaient les seules qui comptaient. Élise était radieuse. Nos amis rayonnaient. L'air sentait encore la lavande, celle du jardin que la mère d'Élise avait insisté pour que nous utilisions. Mais ce seul commentaire, « Où est la famille du marié ?» s'est insinué dans mon esprit comme une écharde. Ce n'est même pas moi qui l'ai montré à mes parents. Ma tante, la sœur de mon père, suivait tout cela discrètement en ligne. Elle m'a envoyé un texto plus tard dans l'après-midi, visiblement sous le choc, « Joël, c'était aujourd'hui ? Tu ne leur as pas dit ?» J'ai fixé son message, la boule au ventre. Je leur ai dit, il y a 8 mois. Je le leur ai rappelé, à 3 reprises. Je n'ai pas eu de réponse de sa part, mais j'ai imaginé la suite. Je l'ai imaginé en train d'appeler mon père. J'ai imaginé la dispute. Ma famille a de nombreux défauts, et la communication n'est clairement pas leur fort. Mais quand il y a des ragots dans l'air, ils se transforment en véritables limiers. 3 jours après le mariage, j'ai enfin reçu un appel de mon père. Il avait l'air fatigué. « Joël, » a-t-il dit, d'une voix basse. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que le mariage était ce week-end-là » Je suis resté silencieux pendant une seconde. Je sentais le regard d'Élise posé sur moi, depuis l'autre bout de la pièce. « Je te l'ai dit, et plus d'une fois. »« Non, non, tu as dit que c'était courant mai. Tu n'as jamais précisé que c'était le 14. »« Papa, j'ai les textos. » Il n'a pas répondu, il respirait seulement. « Maman le savait, » ai-je ajouté, laissant les mots flotter en l'air, comme de la fumée. Elle l'a confirmé. Elle en a même ri. Je me souviens que le silence qui a suivi, n'était pas défensif. Il était pesant. « Je ne savais pas » a-t-il répété. « Mais si ta mère le savait, on va avoir un gros problème. » Quelque chose a basculé, à ce moment précis. Le sol s'est dérobé, sous les pieds de ma famille. Mon père ne criait pas. Il n'accusait personne. Il avait l'air trahi, tout comme moi. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai réalisé une chose, ma mère l'avait manipulé, lui aussi. Et ce n'était pas fini. Loin de là. Car ce qui a suivi, les retombées, les couches de vérités enfouies, la véritable raison de leur absence. C'est là que tout a éclaté au grand jour. Mais j'anticipe. 2 jours après cet appel, mon père m'a envoyé un texto. C'était une capture d'écran. Une publication Facebook de ma mère. Tellement fière d'Adam, qui a marqué le but de la victoire ce week-end. Quel beau souvenir. Il y a des moments qu'on n'oublie jamais. En dessous, il y avait une photo. Toute la famille était là. Ma mère, mon père, mon frère, 2 cousins, et même ma grand-mère, assise sur une chaise de jardin. Le samedi 14 mai. Le jour même de notre mariage. J'ai relu la légende. Il y a des moments qu'on n'oublie jamais. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas une cassure nette. Ça a volé en éclats. J'ai montré la photo à Élise. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste assise sur le canapé, la main sur la bouche. Je crois qu'elle savait que c'était à moi de parler en premier, mais je n'y arrivais pas. Ma gorge était nouée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé de colère. Je n'ai même pas respiré pendant 1 minute entière. J'ai juste fixé le vide. Puis, elle a dit, tu devrais lui montrer les photos. Alors, je l'ai fait. J'ai envoyé un message à ma mère, ce soir-là. Pas de longue explication, pas de tentative de la faire culpabiliser. Juste 3 photos de mariage en haute résolution. Moi et Élise. Le jardin. Sa famille blottie autour de nous, tout sourire. Aucune légende, seulement les images. Elle a lu le message.
Aucune réponse. 1 heure plus tard, j'ai vérifié à nouveau. Toujours rien. Puis, j'ai reçu un appel d'Adam. « Mec, c'est quoi ton problème ?» a-t-il aboyé. « Mon problème ? Tu ne pouvais pas juste rester cool, pour une fois. Il fallait que tu affiches ton mariage sur tout Internet, pour faire passer maman pour la méchante. » J'ai cligné des yeux, abasourdi. « Adam, tu es sérieux, là ? » Elle se fait lyncher dans les commentaires, Joël. Notre famille s'en prend plein la gueule, parce que tu as décidé de jouer à la victime. Je suis victime de quoi ? D'un conflit d'emploi du temps. J'ai pété les plombs. Tu savais, Adam. Tu savais que c'était ce week-end-là. Et alors, a-t-il répondu. Tu as choisi un week-end dont tu savais qu'il était important pour moi, et après, tu te mets en colère parce que je n'ai pas annulé mon match. Mon mariage, ai-je explosé. C'était mon mariage, Adam. Tu aurais pu le décaler. L'arrogance pure dans sa voix. Ce n'était même plus de l'arrogance, c'était une certitude. Comme si j'étais censé organiser tout mon mariage, en fonction de son calendrier sportif. Comme si j'étais un simple satellite, en orbite autour de son monde. J'espère que les recruteurs ont vu ton but, ai-je dit d'un ton neutre, parce que tu as raté la seule chose qui comptait pour moi. Il a raccroché. Je n'ai pas parlé de cet appel à Élise. Pas tout de suite. J'en étais incapable. Je me sentais trop à vif, trop stupide. Et puis, 2 jours plus tard, la situation a empiré. Ma cousine Sarah, que Dieu la bénisse, m'a appelé en sanglots. En faisant défiler son fil Facebook, elle était tombée sur un message de groupe privé. Entre ma mère, 2 de mes tantes, et quelques membres de la famille. Quelqu'un en avait fait une capture d'écran, pour la partager avec elle. Et Sarah, doublement bénie soit-elle, me l'a envoyé. Les messages datés d'il y a 5 mois. Joël dit que le mariage est le 14 mai. Adam a un match ce week-end-là, donc on ne peut évidemment pas y aller. Je ne veux pas qu'il en fasse toute une histoire. Mettons-nous tous d'accord, pour dire que nous pensions que c'était la semaine suivante, s'il en parle. Un autre message, d'une de mes tantes, dis-lui peut-être que tu n'as jamais reçu l'invitation. Ça pourrait marcher. Et un autre encore, ce n'est pas comme s'il était proche de nous, de toute façon. Il n'y aura que la famille d'Élise, et quelques collègues artistes. J'ai relu ces messages encore, et encore. Comme si une part de moi espérait que les mots allaient se réorganiser, pour former quelque chose de moins cruel. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai appelé mon père, et je lui ai envoyé les captures d'écran. Il n'a pas décroché. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message de sa part. Je vais rester à l'hôtel pour quelques nuits. C'était tout ce qu'il disait. Aucune explication, aucun contexte. Mais je savais très bien pourquoi. Puis, le téléphone a sonné à nouveau. C'était ma grand-mère. À 83 ans, elle n'appelait presque jamais personne. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle s'est lancée directement. Joël, au nom du ciel, que se passe-t-il? Ta mère est dans tous ses états. Elle dit que ton père menace de demander le divorce. Elle dit que tu répands des mensonges sur la famille sur Internet. J'ai senti quelque chose se durcir à l'intérieur de moi. Ce ne sont pas des mensonges, ai-je répondu. Saviez-vous qu'ils n'ont pas assisté à mon mariage? Une pause. Je croyais que c'était juste un petit truc à la mairie. Parce que c'est ce qu'elle vous a raconté. Nouveau silence. Joël, a-t-elle repris, elle m'a dit que tu ne les avais pas invités. J'ai failli rire. J'ai envoyé des faire-part. J'ai appelé. Je les ai suppliés. Elle a menti à tout le monde. Je ne sais plus quoi croire, a-t-elle chuchoté. Croyez les photos, ai-je répondu. Croyez le silence. L'appel a pris fin. Je me sentais engourdi. Élise s'est assise à côté de moi, sa main dans la mienne. Ils sont en train de s'effondrer, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Elle a fait un choix. Et maintenant, tout le monde le voit. Mais je n'avais pas encore tout vu. Pas encore. 1 semaine après le mariage, mon père est apparu à l'improviste. Pas de valise, pas de sourire. Il se tenait simplement à notre porte, son chapeau à la main, les yeux injectés de sang. Je l'ai fait entrer.
Élise lui a adressé un signe de tête poli, mais est resté à l'étage. Il s'est assis sur notre canapé, comme s'il n'était pas sûr de mériter sa place. Je ne savais pas, a-t-il répété. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Je le dis, parce que c'est la vérité. Je te l'avais dit. Je sais. Mais elle m'a dit que tu avais changé la date. Que l'invitation avait dû se perdre, que tu restais flou exprès. Elle a fait en sorte que j'ai l'impression que tu ne voulais pas de nous. Je l'ai dévisagé. Et tu la crois, maintenant? Il a secoué la tête lentement. Non. Je ne la crois plus. Je n'ai pas répondu. Il a regardé autour de la pièce. Son regard s'est attardé sur une photo de mariage, posée sur notre cheminée. Il a tendu la main pour la prendre, puis s'est arrêté. J'ai raté ça, a-t-il dit, la voix brisée. Et je ne me le pardonnerai jamais. Je n'avais pas la force de le réconforter. Pas encore. Peut-être même jamais. Mais ensuite, il a dit une chose que je n'oublierai jamais. Si elle a vraiment fait ce que tu dis qu'elle a fait, c'est fini entre nous. Et c'est à ce moment-là, que j'ai pris conscience de quelque chose de bien plus profond que la trahison elle-même. Il ne s'agissait pas seulement de moi. La manipulation de ma mère ne m'avait pas visé uniquement. Elle avait déformé toute notre famille. Elle avait construit un monde autour d'Adam, utilisé la loyauté comme une arme, réécrit les faits, et contrôlé le flux d'informations. Et maintenant, tout s'écroulait. Mais le point de rupture n'est arrivé qu'une semaine plus tard. Lorsque j'ai découvert ce que ma mère avait prévu ensuite. C'est à ce moment-là que la véritable tempête s'est abattue. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se calment, après la visite de mon père. Je pensais qu'il y aurait des disputes, des confrontations, des excuses en larmes, ou des appels téléphoniques dramatiques. Mais il n'y a eu que du silence. Un silence lourd et étouffant. Comme si ma famille avait collectivement mis la réalité sur pause, en espérant que si elle attendait assez longtemps, je laisserais tout tomber. Que je serais celui qui arrondirait les angles, comme je l'avais toujours fait. Que je minimiserais ma douleur, et que je les laisserais continuer à réécrire l'histoire, transformant une trahison délibérée en un inoffensif malentendu. Mais je n'ai pas fait le premier pas. Pas cette fois. Et eux non plus. Au lieu de cela, le premier signe que ma mère n'était pas passée à autre chose, est venu d'un endroit inattendu, l'oncle d'Élise, Marc. Marc est un gars direct, qui ne s'embarrasse pas de futilité. Il a servi dans la marine, dirige aujourd'hui un atelier de menuiserie, et fait des blagues si pinces sans rire, qu'elles pourraient prendre feu au soleil. Nous nous étions rapprochés pendant les préparatifs du mariage, grâce à notre amour commun pour le silence, et l'espresso. Ce n'était pas le genre d'homme à appeler juste pour faire des ragots. C'est pourquoi son message m'a fait dresser les poils sur la nuque. Eh, gamin, tu devrais peut-être parler à tes ressources humaines. Quelqu'un fouine, et pose des questions bizarres. Je l'ai appelé immédiatement. Il m'a expliqué qu'une femme avait contacté le cabinet de conseil avec lequel travaillait Élise. Elle prétendait vérifier des faits pour un article. Elle a demandé si l'entreprise d'Élise était affiliée à des groupes politiques internationaux. Et s'il y avait eu des malversations financières, liées à un récent documentaire environnemental sur lequel nous avions tous les deux travaillé. Elle a donné un faux nom, mais Marc a reconnu sa voix. Il m'a dit, c'était ta mère, Joël. J'en mettrai mon atelier à couper. J'ai senti mon estomac se nouer. Je ne pouvais pas y croire. Non, oubliez ça. J'y croyais. Je ne voulais juste pas l'admettre. Elle a appelé ton entreprise en se faisant passer pour une journaliste, et pas seulement la mienne, a-t-il précisé. Elle a appelé le supérieur direct d'Élise. Je ne l'ai su, que parce qu'ils ont trouvé ça étrange, et en ont parlé autour d'un café. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé avec Élise. J'étais complètement abasourdi, pendant qu'elle lisait le résumé des emails que Marc nous avait transférés. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis, elle a levé les yeux et a dit, « Joël, le but était de nous faire du mal. » Et j'ai su, que ce n'était plus seulement de la mesquinerie. C'était du sabotage. J'ai confronté mon père. Je lui ai d'abord envoyé un texto, pour lui demander s'il avait la moindre idée de ce que maman était en train de faire. Il m'a appelé dans les 2 minutes qui ont suivi. « Joël, je suis désolé, » a-t-il dit, avant même que je puisse dire un mot. Je suis resté silencieux. Elle m'a dit qu'elle allait remettre les choses au clair.
Je ne savais pas ce que ça signifiait. Je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là. Pourquoi essaierait-elle de ruiner ma carrière? Ai-je demandé, d'une voix sourde. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle pensait que tu céderais. Qu'elle pourrait t'effrayer pour que tu te taises. Elle a toujours eu peur de la honte publique. Elle a menti, papa. Elle a planifié ça depuis des mois. Elle a monté toute la famille contre moi, puis a essayé de nous faire passer, Élise et moi, pour des menteurs sur Internet. Je ne la défends pas, a-t-il répondu précipitamment. J'ai fini de faire ça. Alors, on fait quoi maintenant, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Pas vraiment. Il a juste dit qu'il cherchait un avocat. Qu'il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait épousée. Et que, si elle avait vraiment essayé de nuire à ma carrière, tout était terminé. Je ne me sentais pas satisfait. Je ne me sentais pas vengé. Je me sentais juste vide. Les semaines suivantes se sont confondues. Élise a su me garder les pieds sur terre. Elle préparait du thé le matin, et a commencé à mettre notre playlist de mariage au petit déjeuner, pour nous rappeler les bons moments. Nous avons encadré les meilleures photos du mariage, et les avons accrochées dans le couloir. Nous avons commencé à nous promener le soir. Parfois, nous ne parlions même pas. Nous marchions, tout simplement. Mais au fond de moi, je savais que je n'allais pas bien. Car, lorsque votre propre mère essaie de détruire votre vie, ça ne fait pas que vous piquer. Ça vous déracine. Vous commencez à remettre en question vos souvenirs, votre jugement, votre propre personne. Étais-je aveugle? Étais-je trop pressé de croire au meilleur chez des gens, qui m'avaient montré maintes et maintes fois, à quel point j'avais peu d'importance? J'ai arrêté de regarder mon téléphone. J'ai mis la discussion familiale en sourdine, bien qu'elle soit de toute façon devenue étrangement silencieuse. Les parents d'Élise nous invitaient tous les dimanches pour le dîner. Et bien que je les aime, je me sentais aussi comme un orphelin, faisant semblant d'avoir une famille. J'ai touché le fond 2 semaines plus tard, lorsque j'ai reçu une lettre. Elle n'était ni de ma mère, ni de mon père. Elle venait de ma grand-mère. Elle était manuscrite, d'une écriture tremblotante. L'encre était étalée par endroits, comme si elle avait pleuré en écrivant « Cher Joël, je veux que tu saches une chose. Je ne connaissais pas la vérité. Je ne savais pas qu'il mentait. Ta mère nous a dit que tu te montrais difficile. Que tu ne voulais pas d'un grand mariage. Et que tu lui avais dit de ne pas venir. Je l'ai cru. J'en ai honte. J'ai toujours pensé que j'étais proche de toi. Mais je vois maintenant, que j'ai choisi de croire la voix qui parlait le plus fort. Je suis désolé. Je n'attends pas ton pardon. Mais j'avais besoin de te dire que je suis désolé. Et j'ai vu les photos. Tu avais l'air si heureux. Si sûr de toi. Sache que je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Avec tout mon amour, grand-mère. Je l'ai lu 3 fois, avant de me mettre à pleurer. Pas des pleurs silencieux. Pas la petite larme unique qui coule sur la joue, comme dans les films. Le genre de pleurs qui vous déchirent les tripes, et font trembler tout votre corps. Ceux qui proviennent d'années passées à ravaler une douleur, pour laquelle vous n'avez jamais trouvé les mots. Cette nuit-là, Élise m'a serré dans ses bras, pendant que je pleurais sur son épaule. Et quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que j'avais attendu que ma famille me sauve de la douleur qu'ils m'avaient causée. Mais ils ne le feraient jamais. Je devais me sauver moi-même. Alors, j'ai commencé par de petites choses. J'ai répondu à la lettre de ma grand-mère. Je l'ai remerciée pour ses mots. Je lui ai dit que je lui pardonnais, et que j'espérais la voir bientôt. Ensuite, j'ai appelé ma cousine Sarah, celle qui m'avait envoyé les captures d'écran. Nous avons déjeuné en ville, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. Elle m'a mis au courant des ragots familiaux. Ma mère était furieuse. Elle affirmait que j'essayais de détruire sa réputation, et que mon père l'avait trahi. Mes tantes étaient divisées. L'une d'elles avait envoyé un message discret à Élise, pour lui présenter ses excuses. L'autre m'avait supprimé de ses amis sur Facebook. Ma mère niait toujours avoir passé ses appels à l'entreprise d'Élise. Mais, apparemment, elle avait été prise en flagrant délit d'un autre mensonge. Elle avait dit à ma tante qu'elle ignorait la date du mariage, mais cette même tante se souvenait avoir été invitée explicitement, via un email de groupe. Les choses se fracturaient à toute vitesse. Mais pour la première fois,
je n'avais plus l'impression d'être celui qui était brisé. Je me suis plongé corps et âme dans le travail. J'ai accepté un projet de série documentaire en freelance, sur des photographes oubliés de la Seconde Guerre mondiale. De longues journées de montage, rythmées par de lentes bandes-son au piano, et de vieilles séquences poussiéreuses en noir et blanc. Il y avait quelque chose de réconfortant à travailler sur les histoires de personnes, qui avaient été ignorées et négligées. Cela me touchait personnellement. J'ai recommencé à suivre une thérapie. Élise m'y a encouragé. Au début, j'étais hésitant. Et si ça n'aidait pas? Et si, en déterrant tout ça, ça ne faisait qu'empirer les choses? Mais la première séance m'a frappé comme un train à pleine vitesse. Pas à cause de quelque chose de dramatique, mais juste à cause d'une simple question: quand avez-vous appris, pour la première fois, que vos besoins n'étaient pas importants? Je n'avais pas de réponse, mais je savais que j'avais vécu avec cette conviction, pendant la majeure partie de ma vie. Avec le temps, j'ai commencé à m'en débarrasser lentement. Comme on enlève un vieux manteau étouffant, qu'on ne savait même pas qu'on portait. J'ai repris contact avec des personnes dont je m'étais éloigné. Des amis d'université, quelques anciens collègues. J'ai de nouveau laissé les gens entrer dans ma vie. J'ai même rejoint Élise dans l'un de ses projets de bénévolat, un programme local d'éducation aux médias pour les jeunes, qui aidait des lycéens à apprendre le montage vidéo. C'était étrange d'être admiré, mais cela a aussi guéri quelque chose en moi. Ma confiance est revenue. Mon rire est revenu. Et un après-midi, alors que j'étais assis dans un café ensoleillé avec Élise, j'ai reçu un email de Netflix. Ils voulaient mettre en avant l'un des documentaires sur lesquels j'avais travaillé, dans une série de mises en lumière. Ils l'appelaient « Visionnaire de l'ombre » et ils voulaient m'interviewer. Je suis resté assis là, dans un silence stupéfait, à relire le message. Élise m'a regardé, le sourire aux lèvres, quand je le lui ai montré. Elle a poussé un cri de joie si fort, que le couple à côté de nous a sursauté. Nous avons fêté ça ce soir-là. Et pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus l'impression d'essayer de fuir le passé. J'avais l'impression de marcher vers quelque chose. Quelque chose que j'avais moi-même construit. La semaine suivante, j'ai publié la nouvelle sur les réseaux sociaux. Juste une simple annonce, accompagnée d'un extrait de la bande-annonce du documentaire. Les commentaires ont afflué. Des félicitations, de la fierté, de la surprise. Et puis, enfoui au milieu des autres, un commentaire d'une personne dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis très, très longtemps. Ma mère, fière de toi. J'aurais aimé que nous soyons là depuis le début. Pas d'excuses, aucune prise de responsabilité. Juste un aveu vague et passif, dissimulé sous les traits d'un compliment. J'ai fixé le commentaire pendant un long moment. Puis, je l'ai supprimé. Non par colère, mais par paix intérieure. Parce que je n'avais plus besoin qu'elle soit là. Je m'étais déjà élevé sans elle. Mais le véritable tournant, le moment où tout ce que j'avais construit, allait entrer en collision avec tout ce qu'elle avait essayé de détruire, restait à venir. Et quand c'est arrivé, cela n'a pas seulement mis fin au combat, cela a tout mis en lumière. La sortie du reportage sur Netflix a tout changé. Pas seulement ma carrière, bien que, oui, j'ai commencé à recevoir des appels spontanés de producteurs, de journalistes, et même d'un professeur d'université qui souhaitait m'inviter pour une conférence. Mais cela m'a changé, moi. Le fait de voir mon nom au générique, d'entendre ma voix dans les interviews en coulisses, et de voir le documentaire figurer dans la liste des contenus les plus regardés pendant 3 jours consécutifs. Quelque chose a fait que tout s'est enfin mis en place dans ma tête. Je n'étais plus le fils oublié. Je n'étais plus le plan B. Je n'étais plus celui qui devait supplier pour être remarqué. J'étais vu. Pleinement, publiquement, et de façon permanente. Et elle l'a vu, elle aussi. Car, à peine une semaine après le succès fulgurant du documentaire, j'ai reçu un email. Ce n'était pas de ma mère. Du moins, pas directement. C'était de l'animatrice de son groupe paroissial. Une femme que je n'avais rencontrée qu'une seule fois, des années plus tôt, qui sentait toujours la bougie au citron, et portait des colliers avec d'énormes croix. Bonjour Joël. J'espère que ce message te trouvera en bonne santé. Je tenais à te dire à quel point ton documentaire est inspirant. Toute notre fraternité l'a regardé ensemble. Lors de notre soirée cinéma de dimanche. C'est un travail vraiment magnifique. Ta mère est si fière. Elle nous a raconté à tous, comment elle a toujours su que tu ferais quelque chose de spécial.
Nous serions ravis que tu viennes parler lors de l'une de nos prochaines rencontres. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e, juste pour être sûr de ne pas avoir mal lu. Ma mère. La même femme qui avait essayé de saboter mon travail, qui avait coordonné une dissimulation pour rater mon mariage, et qui m'avait laissé croire pendant des années, que je n'étais qu'un second choix. Elle se pavanait maintenant avec ma réussite, comme si elle l'avait bâtie elle-même. Et c'est là, que j'ai compris que ce n'était pas terminé. Pas vraiment. Voyez-vous, j'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu bloquer l'email, balancer mon téléphone à l'autre bout de la pièce, et continuer à vivre en paix. Mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. Ce n'était pas de l'amertume. Ce n'était pas de la rancune. C'était de la lucidité. Elle avait passé des années à réécrire l'histoire de notre famille. Elle s'était dépeinte comme la mère dévouée, Adam comme le garçon en or, et moi, l'enfant discret et encombrant, comme quelqu'un d'oubliable. Et maintenant que le monde me reconnaissait, maintenant que des inconnus applaudissaient mon travail, elle essayait de revenir dans la danse. Et le fait qu'elle agisse comme si elle avait fait partie du voyage, me donnait la chair de poule. Mais plus que cela, ça m'a donné une idée. Je n'allais pas la confronter. Je n'allais pas lui hurler dessus, la dénoncer au beau milieu d'un dîner de famille, ou lui écrire un long email détaillant chaque blessure qu'elle m'avait infligée. Non, j'allais faire quelque chose de mieux. Quelque chose de plus propre. Tout a commencé par une liste. J'ai noté les noms de tous ceux à qui elle avait menti, tous ceux qu'elle avait manipulés, lors des retombées du mariage. Ma grand-mère, mes tantes, Adam. Même certains amis de la famille, dont elle s'était servie pour propager sa version de l'histoire. J'ai aussi dressé la liste des personnes, auprès de qui elle m'avait fait passer pour quelqu'un de difficile. Ceux à qui elle avait affirmé que je ne les avais pas invités, ou que j'avais choisi un mariage privé pour éviter les drames familiaux. Ensuite, j'ai fait une 2e liste. Tous ceux qu'elle respectait, tous ceux dont elle cherchait l'approbation, les responsables de son église, ses anciens collègues de travail. Même son petit groupe Facebook de loisirs créatifs, qui commentait leurs photos de scrapbooking, et partageait des citations bibliques superposées sur des mèmes des mignons. Parce que voici ce que j'ai appris, grâce à la thérapie, et à 6 mois d'une lucidité durement acquise, les gens comme ma mère ne recherchent pas seulement le contrôle, ils recherchent l'admiration. Ils survivent grâce à l'image de la bonne personne. Et au moment où vous leur enlevez cela, leur monde commence à s'effondrer. J'ai donc commencé à planifier. Le buzz autour de Netflix était encore fort, alors j'en ai profité. J'ai accepté de donner une interview pour un podcast. Animé par une réalisatrice qui adorait les récits axés sur la famille, et qui avait une énorme audience. Je savais exactement ce que je faisais. Au cours de l'interview, elle m'a interrogé sur mon réseau de soutien. Sur ce qui m'avait aidé à tenir bon, pendant les moments les plus difficiles de ma carrière. Et j'ai répondu avec précaution. J'ai dû apprendre que parfois, votre vraie famille n'est pas celle dans laquelle vous êtes né. C'est celle qui est présente. Celle qui vous célèbre, et ne se contente pas de vous tolérer. Je me suis marié récemment, et ma belle famille a été incroyable. Vraiment. Mais mon côté de la famille n'était pas présent. C'est un choix qu'ils ont fait, et j'ai fait la paix avec ça. L'animatrice s'est penchée vers son micro. Attendez, ils ont choisi de ne pas venir? J'ai hoché la tête. Oui. Ça a été dur, mais ça m'a appris quelque chose de précieux. On ne peut pas forcer les gens à se soucier de nous. Il faut simplement reconnaître quand ils ne le font pas, et arrêter de mendier des miettes. Je n'ai cité aucun nom. Je n'en avais pas besoin. Le podcast est devenu viral. Des extraits ont été partagés sur Twitter, TikTok et Instagram. L'expression « arrêter de mendier des miettes » est devenue un fichier audio très populaire. Les gens l'ont repris, en le mêlant à leurs propres histoires familiales. Cela a résonné auprès de milliers, peut-être des millions de personnes. Et ma mère. Elle fulminait. Je l'ai découvert grâce à ma cousine Sarah, qui m'a envoyé des captures d'écran, du compte Facebook de ma mère, passé désormais en mode privé. Comment ose-t-il déformer la vérité de cette façon? Nous l'avons toujours soutenu, à notre manière. Les parents ne sont pas tous obligés d'assister à un mariage pour prouver leur amour. Mais elle ne niait plus les faits. Elle s'en défendait. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Parce que l'étape suivante, c'était la collecte de fonds.
Depuis un certain temps, Élise aidait son association locale d'éducation aux médias pour les jeunes. Il manquait de fonds, et avait besoin d'un nouveau laboratoire de montage. J'ai proposé de faire don d'équipement. Puis, de manière impulsive, j'ai proposé de financer l'intégralité du programme. Nous l'avons rebaptisé « L'initiative Joël Wexler pour les jeunes conteurs ». Il voulait l'annoncer publiquement, communiqué de presse, événement de lancement, la totale. J'ai accepté, mais à une seule condition. Je devais écrire la lettre officielle du donateur. Et je l'ai fait. J'ai eu la chance de trouver ma voie dans le monde de la narration, mais je ne me suis pas toujours senti écouté. En fait, pendant une grande partie de ma vie, je me suis senti invisible. Même aux yeux des personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Ce programme existe parce que la voix des jeunes compte. Leurs histoires méritent d'être entendues, avant que le monde ne leur dise qu'ils sont trop discrets, trop bizarres. Ou trop encombrants. Je dédie cette initiative aux familles que nous nous construisons, lorsque nos familles biologiques ne sont pas à la hauteur. Le message a fait son effet. Il a fait les gros titres des journaux locaux. Les parents d'Élise ont pleuré en le lisant. Et puis, une semaine plus tard, j'ai reçu une nouvelle invitation de l'animatrice du groupe paroissial. Nous serions ravis que tu viennes prendre la parole. La fraternité des femmes prévoit une fête, pour l'anniversaire de ta mère. Elle est une véritable lumière dans notre communauté. Nous avons pensé qu'il serait merveilleux, que son fils, le brillant réalisateur, lui fasse la surprise de dire quelques mots d'appréciation. J'ai fixé cet email pendant très longtemps. Je n'ai pas répondu. À la place, je l'ai transféré à Sarah. Tu me rendrais un service, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-elle répondu. Assure-toi qu'il filme l'événement. Elle n'a pas demandé pourquoi, et je n'ai pas donné d'explication. Car je n'allais pas m'y rendre. Mais quelque chose d'autre, oui. Voyez-vous, pendant que tout cela se passait, mon père triait discrètement des cartons, et des affaires entreposées. Il avait quitté la maison depuis des mois, mais n'avait pas encore tout emporté. Il m'avait confié qu'il n'était pas prêt, jusqu'à maintenant. Il a trouvé un vieux caméscope dans l'un des cartons. Et tout au fond, était cachée une cassette mini DV, étiquetée « 8e anniversaire de Joël ». Curieux, il l'a branchée sur un convertisseur, et l'a regardée sur son ordinateur portable. Et ce qu'il a découvert l'a brisé. Ce n'étaient pas les images d'une fête d'anniversaire. C'était un enregistrement privé. Une dispute entre mes parents, oubliée, et recouverte par accident. Le son était grésillant, mais on pouvait entendre la voix de ma mère, acerbe et cruelle. Il n'est pas comme Adam. Il n'a rien de spécial. Il est juste là. Puis la voix de mon père, fatigué, blessé. C'est ton fils. Et alors? Je n'en avais pas demandé d'eux. Mon père ne m'a pas parlé de la cassette tout de suite. Il est resté seul avec elle, et l'a regardée 3 fois. Puis, il me l'a envoyé. Pas de message, pas d'objet. Juste le fichier. Je l'ai regardé seul. Ensuite, je l'ai regardé à nouveau avec Élise, et j'ai su ce que je devais faire. J'en avais fini de mendier. Maintenant, j'allais la démasquer. Pas avec de la haine, ni par une exécution publique, ou une confrontation dramatique. J'allais laisser ses propres mots, parler d'eux-mêmes. Mais il fallait le bon moment, la bonne scène. Alors, j'ai attendu, j'ai planifié. Et quand l'occasion s'est présentée, j'étais prêt. 2 mois après avoir reçu la cassette, celle où ma mère déclarait qu'elle n'avait pas demandé 2 fils, je me tenais au fond d'une salle de réception d'église. J'avais une clé USB dans la poche de ma veste, et les doigts d'Élise reposaient doucement sur mon poignet. La salle était décorée de ballons rose pâle et lavande. Une banderole affichait « Joyeux 60 ans Diane » en lettres dorées et cursives. Des tables de jeux de cartes étaient disposées autour d'une scène de fortune, où un microphone attendait sagement. Ma mère, Diane, se tenait près du centre, entourée de femmes en chemisier à fleurs au large sourire. Elle s'imprégnait des compliments, telle une éponge laissée trop longtemps dans l'eau de vaisselle. Elle était radieuse, d'une manière que seules les personnes convaincues d'avoir gagné peuvent l'être. Je n'étais pas censé être là. Du moins, pas en personne. Lorsque j'avais reçu l'invitation pour son anniversaire, un événement manifestement conçu comme une opération de relations publiques, pour redorer son blason social, je n'avais rien dit. Mais grâce à Sarah,
qui était maintenant totalement de mon côté, j'avais appris qu'il prévoyait un montage vidéo. Des souvenirs de famille, de vieux films amateurs. Exactement ce sur quoi je comptais. Sarah avait proposé son aide. Elle s'était portée volontaire pour rassembler les vidéos du diaporama. Elle s'était coordonnée avec l'équipe audiovisuelle de l'église, sous le prétexte d'être la nièce de ma mère, et un petit ange doué pour la technologie. Il n'a pas fallu beaucoup de persuasion. Tout le monde adorait Sarah, et personne dans cette pièce ne connaissait toute l'histoire. Pas encore. Je suis arrivé discrètement 1 heure après le début de l'événement. J'étais habillé de couleur neutre, et portais un chapeau enfoncé sur la tête. Élise marchait à mes côtés, gardant une expression indéchiffrable. Mon père n'était pas là. Il avait décliné l'invitation, prétextant un conflit d'agenda. Ce qui était le code pour « je ne peux plus faire semblant ». Ma mère ne m'a pas vu. Elle était trop occupée à rire. Trop occupée à se prélasser sous les compliments concernant son fils, le réalisateur, et comment elle avait toujours cru en lui. Il a dû hériter de ton talent. À quel point tu dois être fier. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé sourire. Je l'ai laissé y croire, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Quelqu'un a pris le micro. Nous allons diffuser un petit montage vidéo pour Diane. Des souvenirs au fil des ans. Des anniversaires, des fêtes, et des moments en famille que nous chérissons tous. Il y a eu des applaudissements. Quelques téléphones se sont levés pour filmer, et l'écran s'est allumé. Cela a commencé innocemment. Des photos de moi bébé, les plus belles actions d'Adam au football, de vieilles vidéos granuleuses de nous, ouvrant des cadeaux de Noël en pyjama à pied. Ma mère a eu un mouvement de surprise et s'est couvert la bouche, les larmes lui montant aux yeux. Mais ensuite, le son a changé. La séquence suivante était plus sombre, tant visuellement que par le ton. Le repère temporel indiquait « août 2002 ». Les images tremblotantes de mon 8e anniversaire se sont arrêtées, et de la neige a rempli l'écran. Puis, des voix. Il n'est pas comme Adam. Il n'a rien de spécial. Il est juste là. La pièce s'est figée. On aurait pu entendre une mouche voler. C'est ton fils. Et alors? Je n'en avais pas demandé d'eux. Le visage de ma mère s'est décomposé. Au début, les gens ont cru que ça faisait partie de la vidéo. Peut-être une blague, une scène coupée. Mais ensuite, c'est devenu clair. Il n'y avait ni musique, ni rire. Juste 2 personnes qui se disputaient. Sa voix. Jeune, tranchante, indéniablement la sienne. Et la voix de mon père, essayant de me défendre. Il est sensible. Il fait des efforts. Tu ne le vois pas, parce que tu es trop occupé à te vanter d'Adam. Oh, je t'en prie. L'un d'eux va nous rendre fiers. L'autre finira probablement par pleurer dans un coin, quelque part. Les exclamations de surprise ont fusé, puis se sont propagées lentement dans la salle, comme un écho sous l'eau. L'extrait s'est terminé, de nouveau de la neige, et l'écran est devenu noir. Le silence. Un silence complet, étouffant. Je me suis avancé, j'ai retiré mon chapeau, et j'ai marché lentement vers l'avant. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. J'ai pris le microphone, tandis que ma mère se tournait vers moi. Le visage livide, la bouche légèrement entr'ouverte. Figé par le choc. Certaines personnes m'ont reconnu immédiatement, d'autres ont eu besoin d'un instant. Mais en quelques secondes, les murmures ont commencé. J'ai pris une grande inspiration. Bonjour, je suis Joël. Le fils de Diane. D'autres murmurent. Une femme a porté la main à sa poitrine. Je n'avais pas l'intention de prendre la parole ce soir. Mais, puisque ma mère a partagé mon histoire avec beaucoup d'entre vous ces derniers temps, s'attribuant le mérite d'une vie qu'elle a activement essayé de saboter, j'ai pensé qu'il était seulement juste de vous faire entendre une autre version. Ma mère a ouvert la bouche. J'ai levé un doigt. Calme, maître de moi. Ne dis rien. Tu en as dit assez. Je me suis tourné de nouveau vers la salle. On m'a dit que ma mère n'était pas venue à mon mariage, à cause d'un conflit d'emploi du temps. Qu'elle me soutenait, à sa façon. Que je réagissais de manière excessive. J'ai fait une pause. J'ai cru à cela, pendant très longtemps. J'y ai même cru, quand elle a essayé de ruiner ma carrière, en coulisses.
Quand elle a appelé mon entreprise en se faisant passer pour une journaliste. Quand elle a raconté à notre famille que je ne les avais pas invités. J'ai cru à ces mensonges. Parce que comme la plupart des enfants, je voulais croire que ma mère m'aimait. Que j'avais de l'importance. J'ai baissé les yeux, laissant le silence s'éterniser. Mais je n'y crois plus. Parce que l'amour ne ressemble pas au sabotage. Il ne sonne pas comme cet enregistrement. Et il ne rate certainement pas votre mariage, pour assister à un match de football. Près du premier rang, un homme a bougé sur sa chaise, mal à l'aise. La femme à côté de lui a mis une main sur sa bouche. Ma mère a essayé à nouveau, « Joël, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. » Vraiment ? Je me suis tourné pour lui faire face, directement. Tu as fait de mon mariage, une histoire sur toi. Tu as fait de ma réussite, une histoire sur toi. Tu as tordu chaque moment de ma vie, pour en faire quelque chose que tu pouvais t'approprier. Et maintenant, tu veux de la pitié. Parce que j'ai fini par t'empêcher de réécrire l'histoire. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis fier de toi, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Tu es fier maintenant, ai-je répondu. Maintenant que des inconnus applaudissent. J'ai pris une dernière inspiration. Tu m'as appris que les gens ne t'aiment que si tu leur facilites la tâche. Mais j'ai fini de te faciliter la tâche. J'ai fini de m'excuser, d'avoir eu besoin d'un amour que tu n'as jamais voulu donner. J'ai reculé, et j'ai tendu le micro à Sarah. Elle a hoché la tête, les lèvres pincées, et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Élise m'attendait de l'autre côté des portes. Ses yeux brillaient, mais elle n'a pas dit un mot. Elle m'a juste pris la main, et nous sommes sortis dans la fraîcheur du soir. Les bruits de murmures choqués s'éloignant derrière nous. Plus tard, j'ai appris que ma mère s'était assise, et n'avait plus dit un mot de la soirée. Certaines personnes sont parties tôt. D'autres sont restées, à grignoter maladroitement des parts de gâteau. L'animatrice du groupe paroissial a envoyé un email paniqué, 2 jours plus tard. S'excusant, et affirmant qu'elle n'avait aucune idée du contexte réel. Le groupe de dames adeptes de loisirs créatifs, sa fierté et sa joie, l'a discrètement retirée de son poste d'administratrice. Ma tante a cessé de répondre à ses appels. Et Adam. Il ne m'a appelé qu'une seule fois. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé. Il a juste dit, tu l'as atomisé, mec. J'ai répondu, c'est elle qui a allumé la mèche. Il a raccroché. Nous ne nous sommes plus parlé depuis. Quant à mon père, il a finalement déposé les papiers du divorce. Il m'a envoyé un message discret par la suite, merci de m'avoir donné la force. Et grand-mère, elle est venue me rendre visite. Elle a apporté des biscuits au citron, et m'a serré dans ses bras si fort, que j'ai failli pleurer à nouveau. Nous n'avons pas parlé de la vidéo. Nous n'en avions pas besoin. Car certaines choses, une fois vues, ne peuvent plus être effacées de la mémoire. Et moi, j'ai continué mon ascension. J'ai terminé un autre documentaire, j'ai été invité à prendre la parole lors d'un festival de cinéma. Élise et moi avons voyagé en Italie, pour notre lune de miel tardive. J'ai finalement donné cette conférence en tant qu'invité à l'université. Et chaque fois que quelqu'un me posait des questions sur ma réussite, je disais la vérité. Elle ne venait pas seulement du talent. Elle venait du silence. Du fait d'avoir été négligé. D'avoir appris à écouter avec tellement d'attention, que je pouvais voir ce que les autres rataient. Elle venait du fait de savoir ce que l'on ressent quand on est oublié, et d'avoir décidé, que je ne m'oublierai plus jamais moi-même. Ma mère a essayé de m'effacer de son histoire, alors j'ai écrit la mienne. Et cette fois, c'est pour toujours.